Oui, excellent. Alors, bon après-midi à tous. J'espère que vous êtes inspirés avec tous ces beaux keynotes, le premier de ce matin. Très pertinent dans le contexte actuel où on essaie, avec l'agilité, d'avoir de plus en plus d'impact marché, pas juste de l'impact équipe, c'est-à-dire de l'impact sur le marché pour nos clients. Et puis aussi, le Sense and Respond, notre dernier keynote était très, très, très intéressant aussi. On va faire sûrement des parallèles avec les keynotes d'aujourd'hui dans la présentation qui vient, qui s'appelle « L'arbre et le réseau ». J'aime beaucoup mettre des titres imagés inspirés de toutes sortes de sources. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Je vais commencer par me présenter. Alors moi, je suis Éric Lessard, je suis un coach agile depuis 2015, agiliste depuis 2005. Alors, en 2005, j'ai commencé comme un développeur agile dans les équipes Scrum, avec des pratiques XP comme du TDD, de l'intégration en continu. On avait des serveurs Jenkins. C'était quand même assez innovateur à l'époque. Aujourd'hui, c'est un acquis pour tous ceux qui font de l'agile, que de faire du CI, CD, comme on dit. Au fil du temps, j'ai pris des rôles de plus en plus de leadership dans les équipes puis dans les organisations dans lesquelles j'ai participé, dans le fond, toutes sortes de livraisons de produits. Puis graduellement, comme agent de changement interne, j'ai amené de l'agilité autour de moi dans mon travail pour, en bout de ligne, devenir un coach agile. J'ai commencé dans l'accompagnement de projets, des projets de plus en plus grands, finalement, des grands projets, des grands programmes que j'ai accompagnés d'un premier temps en discipline agile pendant un certain temps pour ultimement passer à SAFe pour ce qui est de l'organisation du travail à plus grande échelle agile. Alors aujourd'hui, la présentation se sépare en cinq pans de mur, si on veut. Le premier, on va arriver avec l'arbre et le réseau, ma petite forme organisationnelle, pour mettre en bouche ce qu'on va discuter aujourd'hui. Le modèle Accelerate de John Kotter, on va voir comme quoi c'est une nouvelle façon d'aborder le changement. Ensuite, on fait des parallèles avec SAFe pour voir comment SAFe peut incarner certains des principes introduits par John Kotter. Ensuite, on va aller avec des leçons apprises. Parce que c'est bien beau parler de la théorie, parler de ce qui est dit dans les manuels. Le crunchy est dans le vécu et dans l'exécution. C'est sur le terrain qu'on voit ces modèles-là, qu'est-ce que ça représente vraiment et quelle est la valeur ajoutée et les défis qui viennent avec. Ensuite, on va faire un wrap-up là-dessus ensemble. Et puis, je m'attends à ce qu'on ait une période de questions à la fin là, qui puisse être très, très animée, souhaitons-le. Alors, l'arbre et le réseau. Alors, ça tire son inspiration d'une femme qui est le chêne et le roseau. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de ça? C'est que le chêne, aussi grand et majestueux soit-il, face au vent, face à la tempête, si la tempête est suffisamment grande, bien, celui-ci va finir par se déraciner, par casser, par tomber. Tandis que le roseau, qui est beaucoup plus svelte, beaucoup plus modeste, lui, va garder sa flexibilité, il va s'adapter et va survivre aux tempêtes. On va voir comment on applique ça aux organisations, puis on va voir au niveau des changements, comment on va apporter les changements différemment dans le futur. Alors, je réutilise beaucoup les petits graphiques de John Kotter dans son livre Accelerate, mais je me les approprie à travers une histoire pour qu'on comprenne vraiment l'impact des évolutions que l'organisation typique vit durant sa croissance. Alors, on voit ici la première phase d'une organisation là, qui débute, le tout début, c'est une phase start-up. On voit dans le bas, là, dans mon petit icône, j'ai pris la partie où est-ce qu'on est juste en réseau. On est très informel, on est tous sur le même plancher, tout le monde se connaît, c'est une petite équipe très dynamique, on s'adapte, on est en sense and respond, l'information circule beaucoup. Ça se peut que tout le monde dans l'organisation contribue au produit. Puis on n'a pas encore là, de département de finances ou de département légal. Souvent, ces rôles-là sont même à l'extérieur de l'organisation. Ça se peut même que le fondateur soit assis à coder avec les gens, ou encore le fondateur est un vendeur qui lui court après des clients pour s'assurer que la compagnie vive et finisse par grandir quand le marché va prendre. Ensuite, le petit réseau devient un peu plus grand. On a une croissance, on a du succès, on a des ventes, chaque opportunité compte. On est prêt à changer, adapter notre modèle pour s'adapter à des nouveaux gros clients qu'on va ramasser, des nouveaux gros revenus qu'on peut avoir. On s'adapte très, très, très rapidement. Les gens jouent du multirôle.
on commence à avoir certains spécialistes. Ça se peut que tout à coup, on a une personne en comptabilité. Puis cette personne-là, ben, un peu de façon polyvalente, va faire aussi les ressources humaines. Puis après ça, on se retrouve à avoir une adjointe aussi qui, elle, va peut-être jouer d'autres rôles super importants dans l'organisation qui ne sont pas des rôles typiques d'adjointe. Tout le monde participe. Il n'y a pas encore de frontières entre les spécialistes. Tout le monde s'entraide. Puis, on a tous ensemble la même mission. Pour l'avoir déjà vécu cette période-là, c'est très, très enivrant là, de vivre un petit peu ces montagnes russes-là d'émotions. Le genre d'organisation où est-ce que sur le plancher, tout le monde voit tout le monde. Je peux me lever de ma chaise puis voir le président au fond de la salle. Là, il est là, puis on peut se parler, puis on est vraiment connectés ensemble. Puis la turbulence, c'est quelque chose qui est toléré. Dans le sens qu'au tout début, quand on commençait comme start-up, on vivait dans la tempête, puis c'était ça la normalité. Là, ici, quand on grandit, puis le réseau devient un peu plus grand, on essaye d'avoir un peu une routine. Puis on essaye de s'adapter, puis on fait du cas par cas, mais on dit, un jour, il faudrait que ça se passe autrement. Puis ultimement, bien, la croissance se poursuit, et puis on voit apparaître un plus grand volume de personnes. Ça devient difficilement tenable d'être dans un fouillis informel. Là, parce qu'au début, c'était un groupe de proximité, c'est très proche. L'information circulait vite, mais quand le nombre devient suffisamment grand, ça peut devenir chaotique. Puis on veut avoir aussi à ce moment-là une continuité dans nos services, parce qu'on commence à avoir des clients depuis un certain temps, des partenaires depuis un certain temps. Ces gens-là, ils veulent une relation d'affaires stable qui dure, et puis ils vont s'attendre à un niveau de performance, un niveau de service, un niveau de constance dans l'organisation. Puis si on n'a pas de constance avec nos clients, avec nos partenaires, ça devient difficile d'être pris au sérieux. On veut devenir sérieux, on veut des départements. Là, on se retrouve avec des coordonnateurs ou des directeurs de département. Un directeur des ventes, un directeur R&D, on a un directeur des finances, une directrice des finances, qui a un technicien en dessous. Des fois, c'est des départements de 1-2 personnes. La personne en position de gestion met la main à la pâte aussi. Mais on commence à mettre en place des processus. Et puis, on commence à entendre des phrases du style « il faut gérer les communications ». Parce que là, l'information circule partout, ça passe en dessous du directeur ou de la directrice qui n'est pas au courant, quelqu'un dans son équipe fait un changement sans l'informer. On commence à heurter des sensibilités là-dedans, on commence aussi à impacter des fois le niveau de service qu'on donne aux clients parce qu'on commence à escamoter des processus. Puis, ça vient juste nous réconforter, de nous dire les processus, c'est important, il faut les protéger, il faut protéger nos communications aussi. Puis, ultimement, on devient une grande entreprise, parce que quand la moyenne entreprise va bien, ramasse des clients, ramasse des revenus, peut-être des fusions, des acquisitions, on devient un joueur important, on prend de la place. Puis ensuite, on devient fier d'être efficient dans nos processus. Nos façons de faire, ça marche. Là, on a réussi, on l'a. On a trouvé notre recette, ça va bien. On est constant, on dégage des marges. On a la responsabilité de beaucoup de gens dans l'organisation. Il faut s'assurer qu'on facture bien pour avoir l'argent, que nos processus internes fonctionnent bien pour qu'on soit capable de traiter les payes des employés. On paye tout le monde, on paye nos fournisseurs. Puis ça demande une discipline, ça demande une rigueur, ça demande de l'organisation. Puis tous ces processus-là ont le but d'assurer la performance, la pérennité des opérations. Puis à chaque fois qu'il se met à avoir de la turbulence, qu'il se met à avoir du changement, bien là, ça devient une menace. Parce que là, on avait un beau canal de livraison de notre prestation de service ou une livraison de nos produits. Puis, tout à coup, il y a du changement. C'est là qu'on commence à dire qu'il faut gérer le changement. Fait que là, il faut l'encadrer, il faut le circonscrire, il faut le faire atterrir de façon à maintenir une excellence dans les opérations, à continuer à être un excellent fournisseur, un excellent partenaire pour nos fournisseurs, parce qu'on est rendu des grandes personnes sérieuses avec des processus stables, et puis on a des responsabilités. C'est normal d'en arriver là. Puis là, on se rend compte qu'on est passé d'un mode de fonctionnement à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu avec un organigramme dans une grande organisation, un grand arbre.
Vous voyez la ligne, là, vous voyez le réseau. On est rendu dans le grand arbre qui est stable, qui est rigide, qui est majestueux. On donne une bonne prestation de service, on est respecté comme organisation, on est pris au sérieux, on a des bonnes pratiques, on a de la constance, on a de l'efficience, on a une bonne administration, du bon management. De l'autre côté, quand on était à nos tout débuts, qu'on s'adaptait à nos clients, on était sur la vague, on était en avant, on était en pleine innovation, on était en mode entrepreneur, on était en exploration, on était guidé par des leaders inspirants. C'était ça qui nous faisait vivre. Donc là, on est passé d'un à l'autre. Puis, d'après vous, juste un petit commentaire informellement dans le chat, lequel des deux modes est le plus propice à s'adapter en cas d'une tempête importante ou d'une disruption dans notre industrie ou dans le monde? D'après vous. Oui, le style entrepreneur, le style réseau, c'est ça qui nous permet de nous adapter. Puis, il a se poser la question ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on hésite entre deux mondes. On se dit, bien là, on a un monde qui existe, qui est orienté vers le présent, les processus, c'est stable, c'est efficient. C'est ce qui fait qu'on dégage des marges, on paye nos fournisseurs, on paye nos employés, notre compagnie va continuer d'exister parce qu'elle est bien gérée, ce qui est très important. Et de l'autre côté, bien, on est en compétition avec des petits joueurs qui bougent vite, qui s'adaptent. On n'est pas tout le temps capable de bouger aussi rapidement de notre côté. Puis, parfois, on va engager des coachs dans notre organisation pour venir nous aider. On va se faire beaucoup critiquer sur notre organigramme, sur notre structure, et puis il faut aplanir les structures, puis passer en mode réseau. Puis là, on commence à hésiter. Est-ce qu'on jette aux poubelles nos processus, nos structures, qui nous rendent de bons services? Là? Puis là, on hésite. En fait, une réponse que Kotter nous amène avec son modèle Accelerate à ce dilemme-là, c'est pas on scrape notre bel organigramme avec nos processus, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il est bon tel quel. Il faut le faire évoluer dans le temps. On veut qu'il évolue. Mais on n'a pas besoin de mettre tout aux poubelles pour aller chercher la petite fibre, la petite flamme qu'on avait de l'époque entrepreneur. Fait qu'on va avoir la notion d'occuper un poste, puis d'avoir des processus puis des structures importantes, mais on va aussi jouer des rôles et travailler en réseau. On s'en va ailleurs avec ça. Ça nous amène justement au modèle de Accelerate de John Kotter. John Kotter, probablement que vous l'avez connu avec son livre Leading Change, qui est un livre de référence en gestion du changement. Ce n'est pas la seule source d'inspiration en gestion du changement. Il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs processus de changement. Certains sont sous licence avec des organisations qui maintiennent leur démarche et leur cursus de formation qui vont avec. Mais celui de Kotter est quand même très populaire. Puis, il est basé sur 8 étapes. Fait qu'on veut créer le sentiment d'urgence. Le feu est pris dans la bâtisse, on veut créer le sentiment d'urgence qu'il faut changer. On va se créer une coalition de leaders forte pour pousser le nouveau changement. On va développer une vision, une stratégie. On va communiquer ça. On va responsabiliser des gens, on va leur donner des responsabilités. Puis, on va générer des victoires, gagner du momentum, puis on va installer le changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est qu'on est dans un modèle de leading change. C'est que les gestionnaires sont très, très, très centraux à cette démarche-là. Fait que le leader incarne le changement. Il mène le changement. Puis ensuite, il va se chercher des collaborateurs. Et puis, d'une façon linéaire, il arrive un événement, le burning platform, comme ils disent dans le livre, le feu est pris. Alors, le feu est pris, il faut agir, il y a un changement. Et puis, à ce moment-là, ça, on le traite comme un projet. Ça a un début, ça a une fin, puis on suit les étapes pour faire atterrir, on gère le changement. Vous voyez, on revient à ce qu'on parlait tantôt, là, notre arbre, là, notre belle grande organisation qui est performante, qui est efficiente, on gère le changement. Ça marche bien quand on veut faire atterrir un changement ponctuel. On le gère comme un projet. C'est confortable dans une structure traditionnelle parce que c'est des choses qu'on connaît. On a un bureau de projet, on a des chargés de projet. Fait que souvent, les gens en gestion de changement, leur meilleur ami, c'est le chargé de projet. Ils vont s'attacher ensemble, puis tout va couler ensemble. Tout va suivre. Ça rend service dans ce genre de modèle-là. Mais de nos jours,
On n'est plus dans une dynamique de changement ponctuel. On s'adapte, on stabilise une nouvelle recette, puis là, on l'a. Puis là, on est bon pendant longtemps. On n'est plus là, le changement est en continu. D'où l'arrivée du modèle Accelerate. Qu'est-ce qui m'a fasciné? Là? La première chose qui m'a frappé quand je passais à travers du livre pour me l'approprier, parce qu'il est mentionné comme un livre de référence dans SAFe, c'est aussi une lecture recommandée pour les coachs. Puis, mais je tombe un peu sur le dos en regardant comment il a approché la situation pour en arriver à ce modèle-là. C'est qu'initialement, quand Kotter faisait ses travaux, faisait ses recherches, il s'inspirait du top 10 20 des meilleures organisations, comment ils faisaient pour s'adapter à la disruption, s'adapter au changement. Et puis, de là découlaient ses réflexions et puis ses propositions. Pour la partie Accelerate, qu'est-ce qui a mené à ça? C'est qu'il s'est dit, si on allait voir le top 1%, on va loin, on va voir vraiment les gens exceptionnels dans le changement. Pas ceux qui sont bons, ceux qui sont exceptionnels. Qu'est-ce qu'ils font? Fait que là, ensuite, il est arrivé avec les 8 étapes qui ressemblent étrangement à celles de son modèle de Leading Safe. Fait qu'on crée le sentiment d'urgence, on crée la coalition pour mener le changement, la vision stratégique, les initiatives, puis pop, là, on a une différence. On n'a pas responsabilisé des gens, leur assigné des rôles et déroulé ça comme un projet. Tout à coup, on est ailleurs. On crée un mouvement dans lequel on recrute des volontaires. Puis qu'est-ce qu'il fait, le gestionnaire? Ben, il n'est pas là pour gérer le changement, mener le changement. Il est là pour entretenir le mouvement comme un leader inspirant, puis s'attaquer aux bloquants puis aux irritants. Fait qu'on s'approche vraiment de qu'est-ce qu'on s'attend des servants de leaders agiles, là, que ce soit des Scrum Masters ou des chefs de train RTE comme on a dans SAFe. Ces leaders-là ont vraiment une préoccupation de créer le momentum, d'enlever les bloquants. Ensuite, on génère des victoires, on poursuit et on accélère. Puis ensuite, on institutionnalise le changement, donc il atterrit dans les opérations. Les caractéristiques du modèle Accelerate, c'est que c'est un mouvement vers le changement. On n'est pas en train de mener le changement. On joue un rôle de leader inspirant, mais on mène un mouvement, on ne mène pas un projet de changement. On va recruter une grande armée de volontaires via un réseau. Fait que là, on n'est plus dans un mode organigramme, on n'est plus en train d'utiliser l'arbre et de prendre nos structures de projet pour contrôler le changement. On est en train de piger un peu partout dans l'arbre pour créer le mouvement de changement, une espèce de groupe entrepreneurial, là, une espèce de petit start-up intérieur là, qui fait vivre le changement dans le réseau. Les leaders et leur équipe rapprochée jouent un rôle central, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus une question de rallier et d'inspirer que de gérer comme le ferait un chargé de projet. Puis c'est quelque chose qui est d'une nature continue et sans relâche. Ce n'est pas un changement ponctuel qu'on a une condition initiale. On a une photo qu'on veut atteindre. OK, on a nos systèmes maison, on installe SAP. À la fin, on a fini d'installer SAP. Ce n'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on est en train d'introduire une culture de changement sans relâche dans l'organisation à travers ce petit réseau entrepreneurial-là. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé super dans son approche? C'est qu'il reconnaît avec empathie, c'est que la structure traditionnelle, elle joue un rôle pour opérationnaliser le changement. On n'est pas en train de mettre notre arbre aux poubelles, on regarde, on a l'arbre et le réseau. On a les deux. Parce que qu'est-ce que les deux vont faire? C'est que le réseau, lui, ça va être un environnement inspirant qui va être multidisciplinaire, qui va amener des nouvelles façons de faire, potentiellement des processus du futur, des nouveaux rôles qui ne sont pas encore connus dans notre structure actuelle, dans le processus actuel. Puis le jour où on a une bonne recette, là, ben, quand ça va s'en aller dans les opérations, ça va s'en aller dans nos structures un peu plus orientées processus et efficience. Ben, on va la prendre, on va la rendre efficiente, on va la rendre bonne, on va en faire un service constant qu'on va être capable d'offrir à nos clients, des intégrations qu'on va être capable de faire avec nos partenaires qui vont être stables, qui vont être efficientes, mais ils vont être nés d'un esprit un peu plus start-up, un peu en parallèle de notre grand arbre. Puis ça aussi, c'est des petits graphiques qui viennent du Harvard Business Review. Vous pouvez les trouver facilement, la référence, c'est dans l'URL, dans la page. On voit la nature circulaire du processus.
Fait que c'est pas, on fait nos 8 étapes, on descend en ligne droite, puis à la fin, on a une situation cible, puis ça y est, on l'a. Ici, on est dans une dynamique de changement constante. Fait que travailler en réseau, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la notion de réseau, on veut qu'elle persiste. On ne veut pas que le réseau qu'on a structuré avec nos organigrammes à sortie de la phase entrepreneuriale, on veut ramener ça, puis on veut que ça continue de vivre le travail en réseau. Parce que c'est avec le réseau qu'on vit la flexibilité et l'agilité. C'est avec ça qu'on a les flexions qu'on peut faire dans l'organisation pour s'adapter à la disruption et au changement. Puis ce réseau-là, on ne le construit pas en faisant un organigramme de plus à côté, que ça, c'est notre organigramme d'innovation. Non, c'est un réseau qui pige dans les silos. Des gens qui ont déjà des jobs de jour, là, qui font déjà toutes leurs affaires là, dans les processus. Mais à ce moment-là, ils vont devenir des collaborateurs du réseau, des collaborateurs du changement. On va faire un parallèle avec SAFE maintenant, parce que vous allez voir qu'il y a des ponts, mais il y a aussi des petites différences. Puis on va voir comment on peut adapter pour tirer le meilleur de l'entreprise bimodale en utilisant des mécanismes de SAFE. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut faire le double système qu'on vient de dire. On veut l'organigramme, on veut le réseau. Puis qu'est-ce que SAFE nous propose? Ben, c'est de faire un train. Parce qu'ils disent, nous, on connaît ça, un réseau, et on appelle ça un train. Fait que le train, c'est un réseau de livraison de valeur. C'est une équipe d'équipes agiles. Fait que si j'ai des équipes agiles dans mon organisation, qui sont chacune dans des silos, qui sont liés, exemple, à des vice-présidences opérationnelles, que chacun soutient des systèmes qui vont avec une facette de mon organisation. Mettons, j'aurais quelqu'un qui serait du côté des finances, des logiciels de service à la clientèle, des logiciels au niveau, si on est dans le manufacturier, exemple, là, notre contrôle de plancher, notre inventaire, etc. Tous les différents logiciels qu'on va utiliser dans notre organisation vont avoir probablement des équipes dédiées à leur parc d'applications. Bien, si on a à proposer une nouvelle solution bout en bout, notre client, lui, il s'en fout des organes internes de l'organisation. Lui, ce n'est pas ça qu'il veut savoir. Il veut savoir quand est-ce que je vais avoir mon produit, quand est-ce que je vais avoir mon service. C'est le train, là, c'est notre flight level 2. Si on fait un lien avec le keynote de ce matin, là, notre niveau de coordination, c'est ça qu'on veut mettre en place avec le train. Puis, ça contient de 50 à 125 personnes. Ça ne se limite pas à la structure hiérarchique. Un train peut piger un peu partout dans l'organigramme si ça fait du sens pour un flux de produits ou un flux de services bout en bout. Parce que comment on va le construire, notre train? C'est bien beau dire, oh, c'est un réseau, on pige dans l'organigramme, on travaille ensemble. En fait, justement, c'est le réseau, on va le construire comme ça. Puis, pour faire un parallèle avec le monde projet, si je décolle un projet, puis que j'ai des équipes, c'est rare, je vais avoir l'argent pour me payer mes spécialistes qui vont m'aider à temps plein. Exemple, si je suis un chargé de projet, j'ai 2 équipes, même si je travaille en Agile, je travaille en Scrum, mes équipes sont polyvalentes, je n'aurai pas les moyens de me payer un analyste de sécurité à temps plein. L'exemple que j'aime beaucoup donner d'ailleurs. Peut-être que je vais devoir promettre 0.1 ressource ou 0.2 ressources. Puis cette personne-là, même si je l'ai dans mes contacts, potentiellement, je vais devoir passer par un chargé de projet ou un coordonnateur aux infras pour avoir accès à cette personne-là. Je ne l'ai pas directement dans mon réseau rapproché. Ça crée des problèmes de collaboration, etc. Si on met tous les gens ensemble dans le même réseau, je mets toutes mes différentes équipes qui auraient été dans des projets, tout à coup, ils sont dans un train. Puis à ce moment-là, tout à coup, les fractions de ressources, ça devient des personnes qui font partie de mon réseau. Fait que si j'ai Steve, qui est mon analyste en sécurité, au lieu de dire j'ai ma ressource en sécurité, il faut que j'appelle mon chargé de projet, bien, Steve est avec nous, il collabore en tout temps avec nous pour produire de la valeur. Il fait partie de notre réseau rapproché. Puis un train, on a parlé de la composition à l'intérieur du train, qu'on a nos équipes, on a nos spécialistes, qu'on va chercher dans différents secteurs. Parce que même nos équipes ne sont pas obligées d'être tous dans la même direction principale ou dans la même vice-présidence. Le but de former un train, c'est de connecter à travers les organigrammes. Oui, les gars de sécurité s'appellent toujours Steve. Bon exemple dans le chat, un petit commentaire là-dessus. Des fois, je l'appelle Tony, je change le nom d'une présentation à l'autre. On a besoin, quand on construit notre train,
on veut l'avoir aussi avec des rôles clairs au niveau du leadership. Fait que le premier qu'on a, c'est notre RTE, notre Release Train Engineer. C'est lui qui est le chef du train. Son équipe à lui, c'est les Scrum Masters. Puis lui, il s'occupe que les équipes agiles travaillent ensemble, travaillent en réseau. Parce que j'ai déjà vu, malheureusement, des Scrum Masters protéger leur équipe contre le train. Alors qu'en fait, le train, c'est une équipe d'équipe. On ne se défend pas contre son équipe. On joue avec l'équipe. Ensuite, on a notre PM, c'est notre autorité de contenu. Si vous connaissez les Product Owners dans les équipes Scrum, c'est la même chose, mais dans mon équipe d'équipe. Cette personne-là, son équipe, c'est les PO. Puis même chose aussi dans son réseau, c'est un réseau d'équipiers. Oui, ils sont leaders d'une partie du travail à faire, une partie du contenu au niveau équipe, mais au total, ils collaborent à une plus grande solution qui, elle, est sous le parapluie du PO. L'INSA, le système architecte, c'est l'autorité technique. J'ai fait exprès de laisser le nom en anglais parce qu'un architecte système ou un architecte de solution à Québec, c'est un terme protégé, si on veut. C'est lourd de sens. Alors, j'ai gardé le nom en anglais pour insister que c'est un rôle safe ici. C'est une autorité technique. C'est la personne qui va caler les shots au niveau de l'architecture sous mon parapluie de train. C'est par cette personne-là que les normes vont passer. Ce n'est pas la seule qui les détermine. Les équipes participent fortement à l'élaboration des normes, mais ultimement, la personne qui va les communiquer, ça va être notre architecte. Et puis, les enablers, c'est les pans de mur techniques de la solution qui se retrouvent dans le carnet de produits. Ceux qui ont fait de l'agilité au niveau équipe, vous avez sûrement déjà entendu la notion de récit technique. Ça, on en a des cartes techniques avec notre train, puis la personne qui les porte, c'est notre RSA. Les Scrum Masters, c'est les leaders de niveau équipe. Ils font partie de l'équipe du RTE, puis ils collaborent avec lui pour livrer de la valeur. Et puis le PO, c'est le Product Owner. Lui, c'est l'autorité de contenu de niveau équipe et qui collabore avec son PM. Ça ici, là, ces cinq rôles-là, c'est essentiel dans le SAFe. Les trois premiers, j'irais faire souvent comme étant la tête de train. Parce que ces trois-là forment le leadership principal de notre niveau train, notre niveau coordination, notre niveau 2. Dans Flight Level, c'est ces gens-là qui vont jouer des rôles de leadership là-dessus. Alors, quand on regarde ça, le train nous permet d'instancier l'organisation bimodale parce que le train, c'en est un exemple. Ce n'est pas la seule façon, mais c'en est un. La première chose à faire aussi avec le train et de comprendre, c'est que ça ne remplace pas l'organigramme. Que de faire une réorg pour mettre un directeur au-dessus du train et qu'on reconstruit un nouveau silo, mais avec des personnes différentes dedans, on s'enlève la flexibilité. Là. On ne s'ajoute pas un roseau, on rajoute un deuxième chaîne, on rajoute un deuxième arbre. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut la flexibilité du réseau. C'est ce qu'on veut aller chercher. Ça nous amène à quelques petites différences, là, que quand on prend SAFe et on l'implémente, il y a des concepts qui vont un peu dans le sens contraire du Accelerate, mais avec raison, puis avec des façons aussi de mitiger un peu ces différences-là. Comme le réseau qui est mentionné par Cotter dans son Accelerate, c'est très flexible, ça peut bouger, c'est dynamique, tandis que dans SAFe, le train va travailler par PI. Il va prendre des engagements, exemple à toutes les 10 semaines ou à toutes les 12 semaines, puis on va essayer d'être stable dans notre engagement. Puis dans notre PI, les équipes vont faire des itérations, qui vont sprinter, eux autres aussi, vont prendre des engagements. Et puis, dans la notion d'itération et dans la notion de PI, si on veut être prévisible puis on veut livrer, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on soit perturbé pendant la période qu'on s'est engagé. Fait que c'est là qu'il faut qu'il y a une petite différence. Là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même faire des changements, mais il faut respecter, en fait, là, les engagements pris. Puis, parce qu'il y en a au niveau équipe, il y en a au niveau organisation à respecter. Puis là où est-ce qu'on peut avoir des mouvements dans notre réseau, des ajustements, c'est exemple des spécialistes. Si jamais on a des travaux qui demandent plus d'expertise, mettons, dans le cloud, ça se peut qu'on ait plus de personnel cloud dans nos spécialistes pour venir nous aider. Si jamais on a besoin, dans notre chaîne de valeur, dans notre produit, de s'intégrer avec d'autres systèmes, puis c'est quand même des travaux de longue haleine,
bien, les gens qui travaillent sur ces systèmes-là, qui le connaissent, pourraient être ajoutés à notre train. Au lieu d'être extérieurs puis contribuer, on pourrait les rajouter à notre réseau à nous. Et puis, ces mouvements-là, ça peut être fait aussi par appel aux volontaires. J'ai déjà vu en clientèle un directeur qui avait 2 trains, puis il y en a un qui avait des enjeux de date de livraison. Et puis, pour aller chercher de la capacité supplémentaire, il a demandé dans son autre train s'il y avait des volontaires qui étaient prêts à venir aider, puis qui allaient déménager l'équipe au complet dans le train. Bien, ça s'est fait, et puis ça nous a amené à avoir beaucoup de mobilisation puis d'engagement à faire fonctionner les choses. Là, je vois qu'on va quand même assez vite dans le temps. Une chose qui est différente aussi, c'est que dans le cas d'Accelerate, la cause vient avant l'armée de volontaires. Qu'on rallie nos volontaires, nos passionnés autour d'un pourquoi. Dans le cas de SAFE, on va assembler notre train probablement avant de communiquer le pourquoi. L'appel à la raison ne suffit pas. De dire aux gens, c'est votre travail, voici le carnet de produits, prenez et livrez-en tous. Ce n'est pas comme ça qu'on va mobiliser les gens à être engagés à livrer. On va utiliser, entre autres, le PI Planning, qui est un moment là, privilégié pour faire ces communications-là, avec le business context qu'on a au début. C'est un moment là, où on peut aller chercher les gens d'affaires qui viennent expliquer à tout le train, qui est un mélange affaires TI, c'est quoi qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui est important pour l'organisation, à quoi on contribue avec nos travaux, puis on va chercher à rallier les gens. Si on le fait à l'inverse, on le fait quand même, mais on le fait à l'inverse, dans un ordre inverse. On va utiliser les rôles en place comme le PM, le SA, le RTE. Et puis, c'est comme ça qu'on va rallier autour de la cause. Alors, avant d'aller plus loin, il y avait une question. Est-ce qu'on fait lancer l'organigramme ou une structure encore? Quoi ça, l'organigramme finalement? Ça, on va y aller un petit peu plus tard là-dessus quand on va regarder là, les leçons apprises. Alors, quand on utilise le train comme un réseau, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut une tête de train stable. Parce qu'on veut que nos leaders qu'on va mettre là, qu'ils soient connus, qu'ils soient légitimés, qu'ils soient appuyés par la gestion. S'ils jouent ce rôle-là pendant un certain temps, bien, à ce moment-là, ils vont être capables de développer le savoir-faire et le savoir-être qui va avec. Puis ces gens-là, on va leur demander de développer une attitude très combative, très pugnace face aux bloquants, parce que c'est un des secrets, là, justement, de la rapidité de ces réseaux-là. On veut aussi puiser dans l'intelligence collective. On utilise les cérémonies, les artefacts qu'on a pour décentraliser puis écouter ce qui se passe au niveau équipe, écouter ce qui se passe sur le plancher. La flexibilité qu'on va vouloir avoir, ça va être en gardant les cellules équipes. Déplacer un coup de cellules équipes, plutôt que de défaire et de refaire nos équipes autour de projets. On va garder des cellules stables, c'est ça qui va bouger. Des gens qui vont être habitués de travailler ensemble, qui vont simplement changer de mission. On va avoir des spécialistes aussi qui pourront changer de train pour aller supporter les équipes. On arrive dans les leçons apprises. Fait que, on va faire des petits retours, des petits snippets sur des événements qui sont arrivés dans des réseaux trains là, que j'ai accompagnés au fil du temps. Et puis, on va voir ensemble comment on répond à ça, puis des pistes de réflexion pour la suite. Fait que constituer une tête de train. Ça, j'en ai vu plusieurs, puis il y a des pièges quand même assez importants à éviter. La première chose, c'est que notre système architecte, ça prend un leader TI qui a un bon bagage technique à jour. Ça n'a pas besoin d'être un expert technique totalement aguerri, mais s'il n'a aucune idée des technologies que ces équipes utilisent, puis qui est déconnecté de la réalité technique, ça va être difficile de bien jouer ce rôle-là. Dans un environnement comme à Québec, où est-ce que les rôles d'architecte fonctionnel, d'architecte organique ont une historique forte dans les organisations, que les gens ont des carrières complètes bâties là-dessus, ça se peut que le rôle de système architecte soit occupé par un tandem. Le product management, product manager, c'est quelqu'un qu'on veut qu'il soit issu des affaires. On ne veut pas, exemple, prendre notre architecte organique, le mettre système architecte, puis prendre notre architecte fonctionnel, puis le mettre PM. Parce que si on fait ça, les gens du côté affaires, ils vont regarder cette structure-là, ils vont dire, ça, c'est un show de TI, et moi, je n'en fais pas partie. Fait que vous n'aurez pas des leaders affaires dans votre réseau. Ça va être difficile pour eux de se sentir impliqués. Puis, ils vont probablement se faire une structure en double, similaire, mais en double, puis ça va avoir de l'arrimage entre les deux structures, puis on va
on va perdre un peu l'effet qu'on voulait avec notre tête de train. Mais dans notre population de product owner, ça, c'est intéressant d'avoir un mix affaires et TI, d'avoir des gens issus des affaires, issus des opérations, d'avoir des analystes au travers, parce qu'ils travaillent en équipe ensemble. Puis aussi, notre chef de train, c'est important que la personne qui soit là, ce soit un super Scrum Master, quelqu'un qui est très fort en facilitation, qui est un servant leader, tout en étant sensible au discours de gestion, peut-être capable de parler avec la gestion. C'est un profil qui est quand même assez rare pour trouver de façon efficace. J'ai déjà donné de la formation SAFE et puis le gestionnaire qui était dans la salle dans un leading SAFE est rentré avec l'a priori que ses directeurs de projet allaient tous être des RTE et que ses chargés de projet allaient tous être des Scrum Masters. Puis quand il a vu qu'est-ce qui a retourné et qu'est-ce qui était demandé de ces gens-là, il se dit il y en a peut-être qui ne seraient pas capables d'être Scrum Master et pas capables d'être RTE. Mais il y en a que oui. Fait que là, tout à coup, c'est devenu moins une transition automatique. Ce n'est pas une question de hauteur dans l'organigramme. Ça nous amène justement à la place des gestionnaires et des chargés de projet. Là, parce que ces gens-là, ils voient arriver le train, la structure change, se rajoutent des rôles. Ils se demandent où est-ce que je suis, moi, là-dedans. On peut jouer un rôle dans la tête de train. Par exemple, quelqu'un qui a la légitimité et qui a le savoir-être pour être capable de jouer ces rôles-là, pourrait directement jouer un rôle dans le train. Mais il faut faire attention à la double casquette, parce que si, exemple, mon PM, mon Product Manager, c'est aussi, mettons, une directrice côté affaires, quand elle parle à son équipe, est-ce qu'elle parle avec son chapeau de PM ou son chapeau de directrice? Ça, c'est peut-être des petites choses des fois qui peuvent être glissantes. Puis faire attention à la charge de travail aussi. La job de gestion, ce n'est pas juste du contenu, ça vient avec plein d'autres responsabilités et tâches à faire. Puis, ça peut amener à négliger le rôle qu'on joue là, comme PM ou comme RTE. Fait que si on n'est pas capable d'être PM, d'être RTE dans notre train, d'avoir une personne de confiance qu'on peut appuyer et qui va être légitime pour le faire. Le soutien à la tête de train. Fait que comme gestionnaire, si je décide, moi, que je suis du côté affaires, puis que je n'ai pas le temps ni le talent pour être PM, je vais placer quelqu'un de confiance qui a le talent et le savoir-être pour être capable de faire ça. Puis, mais je vais appuyer cette personne-là. Je ne vais pas la laisser orphelin tout seul dans le train. Je vais aller voir les différentes synchros qu'il y a. Je vais me renseigner à quel synchro mon PM participe. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Si mon PM me remonte des bloquants, il faut que ce soit parmi mes autres priorités que d'enlever les bloquants à mon PM, à mon train. Puis, qu'est-ce qui peut être fait aussi pour qu'une équipe de gestion puisse être plus efficace dans la lutte aux bloquants, c'est d'avoir des synchros récurrentes autour des tableaux d'équipe où les bloquants sont affichés, puis que notre focus, ce soit enlever les bloquants, enlever les obstacles, enlever les irritants, puis qu'on soit très, très insistant là-dessus, que ce soit ça notre mission de vie pour soutenir notre train. Puis le respect de la cellule équipe, ça c'est super important parce que les personnes vont avoir des activités RH classiques, là, ils vont avoir des revues de performance, ils vont avoir leur gestionnaire, ils vont avoir des statutaires. Ça se peut que dans une même équipe, ces gens-là aient des superviseurs différents, parce que peut-être que dans l'organigramme, mes analystes ne relèvent pas des mêmes personnes que mes développeurs, qui ne relèvent pas des mêmes personnes que de l'assurance qualité. C'est de voir, là, respecter la cellule équipe. Ce n'est pas parce que, je vais dire des gros mots, c'est parce que c'est ma ressource que c'est correct de piger dans les équipes et de déstabiliser les équipes parce que moi, j'ai besoin de mon développeur et je vais le voler à une équipe et les déstabiliser. Ça se peut qu'il y ait des enjeux de gestion qui amènent des mouvements de personnel, mais une cellule équipe, c'est quelque chose qui a de la valeur. Puis de maintenir ça, c'est ce qui permet d'avoir des vélocités stables dans le temps. Ça nous amène justement un beau petit segue vers la mentalité « mes ressources ». Ça, c'est quelque chose qui est très dur à changer parce que c'est un acte de confiance que de laisser aller ces gens travailler dans le réseau. Vous allez voir, parce que une des choses qui arrive quand on est en mode « moi, j'ai mes ressources dans ma direction principale », c'est que je vais me faire un train dans ma direction principale, puis mon bout en bout, ça va être du début de ma direction principale puis à la fin de ma direction principale. Là, on n'a pas l'effet réseau. On impose à notre client, à nos produits, à nos services, la structure de nos organes internes. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut avoir le réseau axé sur la valeur. Notre niveau 2 de coordination, là, on le veut orienté par la valeur.
Parce que sinon, les trains redeviennent des nouveaux silos. Là. Ça devient des gens qui ont leur superviseur RH tout ensemble, tout collé. Puis on n'a pas la flexibilité qu'on voulait. Là, on se promet la flexibilité avec un train. On va installer un train, on va mettre en place les cérémonies, mais ça va juste être un silo qui fait des PI. Fait que la solution, c'est d'avoir une mentalité réseau. C'est d'avoir une tête de train, oui, stable, elle va être attachée à quelque part dans l'organigramme, qu'elle soit légitimée puis backée par la gestion. C'est ça qu'on veut. Mais on veut l'attacher à une chaîne de valeur. On ne veut pas que cette tête de train-là soit attachée à une branche d'organigramme ou une seule vice-présidence et dire OK, cette tête de train-là, c'est pour les développeurs de la direction à Jean-Pierre. Là, Jean-Pierre, lui, ses développeurs sont dans ce train-là. Puis les autres, les développeurs à Suzanne, sont dans l'autre train. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Si ça prend 2 équipes à Suzanne puis 3 équipes à Jean-Pierre pour faire le train, la tête de train pourrait être sous Jean-Pierre, mais ce n'est pas grave. On est ensemble pour livrer de la valeur bout en bout dans notre niveau de coordination, niveau 2. Puis, on veut que les équipes soient stables dans le temps. On veut que ça évolue. Puis, ça se peut qu'avec le budget, la composition du train bouge un peu. Puis ensuite, comme gestionnaire, on trouve ça super le fun d'avoir un train qui fait des PI, puis on se fait promettre de l'agilité organisationnelle, on peut changer d'idée, changer de cap. Mais il y a une façon de le faire. Parce que c'est des humains quand même que dans ces trains-là, dans ces équipes-là. Et puis, on va voir les considérations qu'il faut avoir. Parce que peut-être qu'on a un train qui marche déjà à pleine vapeur. Là. Fait que là, on a Jean-Pierre et Suzanne qui ont leur monde dans le train, ça va bien, ils sont motivés, on leur a proposé une super belle vision au début de l'année. Ils ont déjà 3 PI de fait là-dessus, ils lisent, ils font des démos, on est contents, puis on a le cœur à l'ouvrage, ils veulent réussir. Mais là, tout à coup, il y a un impératif extérieur. Hein. Puis les travaux qui sont faits par mon équipe, ben, c'est plus ça la priorité numéro 1. Il faut qu'on travaille sur autre chose. Là, ça se peut que ce soit très difficile à prendre pour les équipes. Si la communication n'est pas faite de façon sincère et humaine, ben, ça se peut qu'il y ait des gens qui lèvent le bras, là, que c'est anti-agile, c'est du command and control. Non, mais c'est légitime. Ces gestionnaires-là sont imputables d'un budget qui est consommé, qui est investi par le train pour livrer de la valeur. C'est légitime que la gestion puisse changer de cap. Surtout si la gestion s'aligne sur des frontières de PI pour ne pas déstabiliser les équipes, pour faire leur changement. C'est ça, gérer agilement. Mais là où est-ce qu'il y a un petit effort de plus à donner, c'est au niveau de la communication, puis de démontrer de l'empathie. Parce que si moi, je suis un développeur qui travaille pour Jean-Pierre, je suis dans mon équipe, puis qu'on livre, tout à coup, on se fait dire, ben là, il faut changer. Et là, moi, ça fait 6 mois, ça fait 8 mois que je suis motivé, que je suis inspiré par une vision. Et là, ça vaut quoi, ces 6 mois-là? Ça s'en va sur une tablette. Dans le meilleur des cas, c'est des incréments qu'on peut livrer. On livre un incrément, puis on continue pour la suite. Mais si ça donne qu'on a fait un bout de développement qui n'est pas encore consommable par les affaires, ça se peut que j'ai un petit peu j'ai besoin de temps pour le digérer ou besoin de me le faire expliquer. C'est là que la gestion peut arriver avec de la transparence et de l'empathie pour nous aider là-dedans. Parce qu'on veut communiquer de façon directe et authentique. On ne veut pas envoyer un email pour dire « Oubliez le reste du carnet de produits, prochain PI, on fait d'autres choses ». Non, c'est qu'on veut aller chercher les gens qui sont à l'origine du changement pour l'expliquer, pour donner du sens. On veut donner de l'espace pour y organiser et planifier. On ne dira pas ça la veille du PI planning que le carnet change au complet. On regarde avec les équipes, c'est quoi le dernier moment responsable pour faire un grand coup de volant là, pour changer de cap. Ça se peut que ce soit un sprint en amont du PI, ça se peut que ce soit 2. C'est de voir qu'est-ce qui fait du sens avec ceux qui le préparent, le carnet du train là, pour vrai. Puis accepter d'être courageux puis vulnérable, d'être un leader authentique pour dire au mois de janvier, quand on a fait nos planifications, avec l'information qu'on avait, avec le mieux qu'on pouvait faire pour aider, c'était ça notre vision. Mais là, ça a changé, puis ben, il faut que ça se reflète dans nos carnets de produits, il faut que ça se reflète dans notre train. C'est comme ça qu'on va aller rallier nos gens parce que la gestion du changement, d'accord, là, c'est plus de la gestion du changement, c'est du changement en continu. Il y a les destinataires du changement qui vont recevoir les systèmes qu'on développe. Il y a les artisans du changement qui vivent au jour le jour à le livrer, le fameux système. Ces gens-là aussi sont humains, il faut les accompagner dans les changements.
Le dernier exemple que je voulais donner avant de sortir, c'est la mentalité équipe volante. Parce que quand on prend goût à la flexibilité, on dit on peut déplacer nos équipes comme des Legos, bien, ça se peut qu'il y ait un Lego qui flotte beaucoup. Là. Ça a été un cas vécu. Si jamais vous avez une équipe là, qui est spécialisée et qui a une forte demande dans plusieurs trains, ça se peut que cette équipe-là change souvent de place. Puis là, on se dit, yes, on est flexible. Mais ces gens-là, c'est des humains, eux autres aussi. Fait que les enjeux à surveiller, c'est le sentiment d'appartenance et le moral de l'équipe. C'est comme ils n'appartiennent pas à aucun train, là, ils sont comme tout le temps volants. Ils peuvent se sentir orphelins. Puis, ils peuvent se faire solliciter, même qu'un coup qu'ils ont changé de train. Les travaux qu'ils ont faits avec les autres équipes, ça se peut qu'ils se fassent pigner pour continuer à collaborer. Fait que ces gens-là sont constamment tiraillés, puis c'est dur pour le moral. Fait que ça demande au niveau de la gestion de les écouter, ces gens-là, de prendre le temps de leur parler, de comment ils vivent ça, puis de voir qu'on peut aménager les choses. Là. Puis dans les pistes de solutions, c'est probablement des marques de reconnaissance. C'est comme de quoi on les apprécie, ces gens-là, puis leur contribution est super importante. Puis quand on célèbre le succès dans notre train, s'ils en ont fait partie, ben, les amener au même titre que n'importe quel équipier venir célébrer avec nous. Ils font partie de la gang. Ces gens-là, on veut qu'ils leur tombent un petit peu de la poussière d'étoile du succès. Là. Ils la méritent. Leur spécialité, ça nous a aidés. On les récompense aussi. Si ça devient problématique de tout le temps se promener, c'est peut-être un cas de réfléchir. Peut-être cette équipe-là devrait être évoluée, peut-être scindée en deux, puis la réaugmenter à des gens qui vont apprendre avec les spécialistes pour qu'on en ait une dans chaque train de cette équipe de spécialistes-là, si les deux en ont besoin et sont constamment tiraillés. Et ça nous donne une petite conclusion. Les choses qui sont à retenir avec le nouveau modèle Accelerate the Cutter, c'est que le changement, c'est constant, c'est en continu. Comme dans Safe. La hiérarchie est légitime. C'est quelque chose qu'on ne met pas aux poubelles. Ça peut évoluer. Oui, il y a plein de pratiques de gestion qui sont en ébullition, qui sont en évolution. Les organigrammes vont changer, mais on ne les met pas aux poubelles au complet là, pour faire une organisation plate. D'avoir notre organigramme, notre structure classique, c'est ce qui permet d'atteindre l'excellence des opérations, d'avoir de la stabilité, et puis de livrer la marchandise là, envers les gens qui nous ont confié des responsabilités, là, que ce soit des fournisseurs avec qui on a des contrats, ou puis nos clients qui ont des attentes envers nous, il faut livrer la marchandise. Le meilleur véhicule pour livrer le changement, c'est les réseaux. En ce moment, le top 1 % dans le monde là, qui livre du changement, ils le font en réseau. Safe en proposant, ça s'appelle le train. C'en est un réseau de changement. Ce n'est pas le seul. Il y a des forces et des faiblesses, mais ça se veut un réseau de changement pour compléter l'organigramme qui, lui, est plus dans les opérations. Et puis, même quand on a un réseau, là, on a encore des défis. Ce n'est pas de la magie. Ça nous amène jusqu'au bout. Combien de temps il nous reste pour les questions, Alexandre? Encore un bon 10 minutes. OK, parfait. Excellent. C'est là où je voulais être. On va y aller avec les questions si vous voulez y aller par le chat. Parce que gérer le micro, on va peut-être perdre du temps pour les questions. Il y avait une question à quoi sert l'organigramme, on l'a couvert, on disait que c'était ce qui nous permet d'avoir un processus, une pérennité des rôles pour être capable de livrer la marchandise. On voit une question qu'un TI, un PM ou SA sont souvent la même personne. Ça peut être problématique. Moi, je vois surtout des problèmes de légitimité. Moi, je m'attends à ce que si moi, je suis du côté affaires, puis la personne qui est supposée me représenter, c'est un TI qui se met à prendre des décisions, puis que je ne suis pas d'accord avec ces décisions, bien, ça se peut que je m'affranchisse de ces décisions, puis que moi, je cale des shots directement à mon monde parce que le leader qui les mène, bien, dans ma tête, à moi, il n'est pas légitime. Tac, une autre question. Ouais, la question de TISO, on vient de la répondre. Est-ce qu'un code externe unifie un train? La question d'interne-externe, moi, je vous dirais que c'est une question de population mixte. Moi, je pense que ça prend un peu des deux. C'est sûr que les internes, c'est beaucoup plus intéressant pour la pérennité.
Les externes vont avoir un rôle avec plus je dirais, du recul par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on remarque qui est en train d'arriver dans le marché? C'est que les gens ils veulent de moins en moins faire grandir des Scrum Masters ou des RTE avec du coaching interne, du coaching externe, c'est-à-dire ils sont de plus en plus à dire je veux que dans mes consultants que j'engage, par exemple, pour augmenter ma capacité, je veux que les consultants ils viennent avec votre Scrum Master à vous autres, amenez-moi un Scrum Master, amenez-moi votre RTE qui va gérer le train de vos ressources à vous autres. Ça parle ce langage-là, que dans les rôles qu'on va chercher de plus en plus, les rôles de leader agile plutôt que de prendre des coachs externes. Plus grave que mes ressources, il y a mon train, oui, si on en a parlé. Quoi faire avec ça? Ben, en fait, c'est de voir un peu le même, je dirais, je ferai du pouce sur le keynote de ce matin avec Classe Léopold, c'est de voir c'est quoi le flux du service ou le flux du produit, puis ça va se refléter dans les dépendances intertrains. Ça va venir par apparaître en fluo là, que si vos trains ont besoin entre eux de beaucoup de structures d'arrimage, ben, c'est qu'il y a deux gestionnaires qui disent bon, ben, moi j'ai mon train, tu as ton train, puis on se mettra des comités d'arrimage entre les deux. Puis il va y avoir des ficelles là, de dépendance entre les trains. Pour les amener tranquillement vers cette avenue, moi j'aime beaucoup parler de Central Safe. Parce que c'est une façon d'expliquer l'essentiel des pratiques de base qui amènent à un train. Ça ne va pas chercher tout le coffre à outils au complet. Et puis, moi, je trouve que c'est une belle entrée à la matière. Alors, il y a une autre question. Je suis la seule PO, personne à faire dans mon escouade. J'ai l'impression de manquer de légitimité chez les gestionnaires TI. Comment je peux gagner cette confiance? Je suis capable de gérer un backlog technique. C'est sûr que la notion de tandem, je pense que ça va de soi. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui serait fâchant, ce serait de demander aux gens de faire des prouesses pour prouver leur contribution individuelle pour gagner la confiance. Je pense que c'est de passer par le travail d'équipe pour y aller. Installer Safe dans une direction d'organisation sans que ce soit une décision d'entreprise, est-ce que c'est viable? Non, les Scrum Masters utilisés comme des secrétaires, comme des real leaders, n'ont pas la légitimité. Comment faire? Bien, c'est sûr que des changements comme ça, ça prend un sponsorship quand même assez en haut. Ça prend quelqu'un qui est le commanditaire du changement, si on veut. Puis, dans certains changements, là, dans une des mises en place, c'était en discipline agile qu'on avait fait ça pour la première fois, puis on a répété ça d'autres occasions aussi dans Safe, et que ça marche avec plusieurs autres façons de faire. On est allé chercher le sponsorship du directeur principal, expliquer qu'est-ce qui en retournait, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que ça allait lui coûter en termes que ces gens allaient participer à des activités de formation, des cérémonies, qu'il allait avoir des heures qui allaient être placées dans le coaching. Et puis à ce moment-là, l'équipe d'accompagnement, qui était un mélange d'interne et d'externe, ben, on était comme dédouanés là, pour aller voir les gens, les amener dans des activités puis amener le changement. C'est une des façons de le faire. Là. Mais ça prend l'appui de quelqu'un assez haut pour que ça fonctionne. Je suis désolé, les questions sont assez longues. En fait, dans la question qui est ici, c'est il y a des opérations qui doivent continuer malgré l'exécution des projets ou l'implantation de changements. Que pensez-vous qu'il est judicieux de dédier des équipes uniquement au changement? Que faire dans des cas d'opération qui continuent? Grâce à la magie de la rediffusion, je vous inviterai à aller voir l'autre conférence que j'ai donnée aujourd'hui. Vous allez avoir la réponse dans celle-là. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme celui-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je garde un œil sur le chat.
si on n'a pas d'autres questions, je pense, Alexandre, on pourrait passer à un mot de la fin, puis laisser les gens prendre une petite pause. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, on peut y aller dans ce sens-là. Alors, merci Eric. 2 présentations dans la même journée. C'est quand même c'est une bonne dose de travail. Honnêtement, félicitations. C'était vraiment une bonne présentation. Il y a eu beaucoup de participants aussi, des très beaux commentaires dans le chat. La prochaine présentation, normalement, est à 3h20. Donc, il y a un bon 10 minutes de pause d'ici là. Donc, je vais garder la salle ouverte encore 3 minutes si jamais. Mais sinon, encore merci à toi. Ben, c'est bon. Ben, merci beaucoup.